Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22 h au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, ouverture de la deuxième édition du salon Agribusiness National. Toujours dans l'actualité nationale, éducation, cette fois-ci lancement de la deuxième édition de la fête de la lecture. Et enfin, dans l'actualité internationale, plus de 3,3 millions de personnes ont déjà fui l'Ukraine. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le dis dans le titre, le Premier ministre, M. Abdelkader Al-Mohamed, a visité ce matin le salon L'Agribusiness National. La deuxième édition du salon L'Agribusiness National s'est ouverte hier sur l'esplanade du Palais du Peuple. Lors de sa visite, le Premier ministre était accompagné du ministre de l'Agriculture, M. Mohamed Awale, d'une forte délégation qui ont passé en revue devant les stands de plusieurs produits agricoles exposés par les agriculteurs nationaux. Les différents produits agricoles venus de 4 coins du pays ont été exposés pour cette deuxième édition Agribusiness. Le Premier ministre a encouragé les producteurs de produire davantage et il fait rappeler que plusieurs dispositions seront mises en place pour favoriser les produits locaux. Ainsi, le Premier ministre a visité tous les différents stands à cet effet lors de cette deuxième édition du salon de l'agrobusiness. Eh bien, comme je vous le disais, par ailleurs, le ministre de l'Agriculture a précisé que ces produits proviennent des différentes régions du pays. Le ministre de l'Agriculture a expliqué que la deuxième édition du salon Agribusiness montre qu'au niveau national, la production agricole est très importante. Et il a rappelé que le ministre de l'Agriculture soutient dans tout le domaine les agriculteurs nationaux. De son côté, le Premier ministre a mis l'accent sur l'importance du salon Agribusiness. D'ailleurs, plusieurs produits, a-t-il dit, légumes ainsi que fruits et biens locaux ont été exposés à cet effet. Écoutons le Premier ministre. Les produits agricoles qui sont exposés ici, apparemment, ont eu de l'achat, parce qu'il y a des importateurs qui sont venus en disant on achète tout ce qu'il y a ici. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose dans la mesure où les producteurs vont les encourager encore à amener d'autres produits agricoles dans le pays pour qu'effectivement on puisse, si possible, s'en passer des produits importés. Voilà où on est maintenant. Je vois des produits qui viennent des 4 coins du pays, du Mabla, de Alaïdada, de Assamo, de côté de Gobaad. Donc ça veut dire que tout le pays, si tout le monde s'y met pour produire des produits agricoles, je pense qu'on pourra s'en passer des importations. Eh bien, comme je vous le disais, la deuxième édition du salon de l'agribusiness national qui s'est ouvert hier sur le esplanade du Palais du Peuple, une occasion pour les exposants venus de 4 coins du pays qui ont exposé leur production régionale et faire découvrir ainsi la richesse du terroir djiboutien. Ces derniers ont exposé leurs produits des cultivateurs et d'éleveurs. Les produits exposés dans les divers stands fabriqués pour l'occasion sont issus de la récolte des cultures maraîchères, des légumes de toutes sortes, tomates ou piments, gambos, oignons, des arbres fruitiers comme les goyaves, les bananes, les grenades, les citrons et d'autres. En marge des fruits et des légumes étaient présents également des start-up opérant dans le domaine de l'agritech et l'agri-food. Les invités ont ainsi pu faire le tour des stands et découvrir les régions et leurs produits et remplir leur panier de légumes, fruits, fromage, miel ou confiture. L'objectif a été de créer une vitrine commerciale pour les producteurs locaux. Les visiteurs venus nombreux et les échanges se sont avérés riches et fructueux entre les acheteurs et les producteurs. Ce salon de la culture, qui est sa deuxième édition, est progressivement devenu une manifestation agricole la plus importante du pays. Il s'agit là d'un rendez-vous incontournable des professionnels du secteur. Il convient de noter que ces événements ont été, à la même occasion, centre de clés en étroite collaboration avec le PNUD.
Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi le ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale, en collaboration avec le ministère de l'Intérieur et l'OIM, qui ont organisé un atelier national de vulgarisation de la stratégie nationale d'engagement de la diaspora, qui s'est tenu à l'hôtel Campeski. La République de Djibouti compte une importante diaspora dans le monde, estimée à plus de 50 000 individus. Ces diasporas restent concentrées en Europe, en Amérique du Nord et dans les pays du Golfe. Pour tirer parti et davantage peuvent apporter au développement de leur pays d'origine, la République de Djibouti entend institutionnaliser son engagement avec la diaspora par le biais d'une stratégie nationale d'engagement de la diaspora. Djibouti cherche à faire de la diaspora un partenaire à part entière du développement du pays, afin de renforcer sa coopération avec la diaspora et mieux soutenir les actions de cette dernière. Le gouvernement, à travers le ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale, a signé en septembre 2015 un accord cadre avec le Global Djibouti Diaspora, une organisation à but non lucratif avec une représentation dans plusieurs pays dans le monde. Et depuis, un acteur incontournable de l'engagement de sa diaspora, ces stratégies constituent également une feuille de route pour le renforcement de la relation entre les pays de la diaspora, conformément aux principes et objectifs de la vision 2035 et les plans de développement nationaux et locaux. Également une opportunité pour les pays d'origine, de transit et de destination. Et l'Union européenne est le principal bailleur de fonds qui accompagne Djibouti sur la question migratoire. Nos dons s'élèvent à ce jour à 3,5 milliards de francs djiboutiens, auxquels s'ajoutent des fonds mis à disposition pour des programmes régionaux. L'Union européenne est heureuse de soutenir l'atelier de vulgarisation de la stratégie nationale d'engagement de la diaspora aujourd'hui et je félicite tous ceux qui sont impliqués dans la préparation de cette stratégie. En effet, cette stratégie diaspora est un élément fondamental de votre stratégie nationale pour les migrations, validée en septembre, et pour laquelle un projet de plan d'action est en cours de préparation, processus que l'Union européenne soutient également largement. La représentante de l'OIM, Mme Stéphanie Davio, s'est réjouie de la tenue de cet atelier de vulgarisation de la stratégie nationale d'engagement de la diaspora. S'est engagé lors de la signature du pacte pour les migrations sûres et régulières à soutenir les gouvernements pour favoriser l'engagement des diasporas. Et nous organisons notamment les 4 et 5 avril 2022, coprésidons le Forum mondial pour la diaspora qui se tiendra à Dublin. Djibouti, en ratifiant le pacte mondial, en adhérant au pacte mondial pour les migrations, a pris comme engagement, notamment à travers l'article 19, de créer des conditions favorables pour l'engagement des diasporas dans le développement du pays. Alors, normalement, l'engagement de ces diasporas se fait sous 4 axes fondamentaux. Le premier, c'est de comprendre les objectifs, pourquoi on veut engager des diasporas dans le développement d'un pays. Le deuxième, c'est de cartographier ces diasporas. Le troisième, c'est de créer une certaine confiance avec ces diasporas. Et puis finalement, arriver, ça c'est le 4e axe, c'est l'axe le plus important, faire en sorte que ces diasporas soient et participent à la vie politique, économique, sociale et culturelle d'un pays. Je crois qu'au niveau de Djibouti, on a déjà fait beaucoup de progrès en ce qui concerne la cartographie. Elle a été réalisée en 2021. Nous avons répertorié près de 50 000 membres de la diaspora sur l'ensemble des continents. Nous avons parlé, discuté avec la diaspora en Belgique, en France, mais également aux États-Unis. Et nous sommes maintenant, je pense, au second axe qui va consister à créer une confiance, à établir la confiance avec ces diasporas. Eh bien, le ministre de l'Intérieur, M. Saïd Hassan, a rappelé que le gouvernement entend institutionnaliser son engagement avec la diaspora par le biais de la stratégie nationale d'engagement de la diaspora. Diaspora de plus de 50 000 personnes réparties sur 4 continents. La République de Djibouti, à travers le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a entamé une action politique pour renforcer les liens entre le pays et les membres de sa diaspora. Cette action se concrétise aujourd'hui dans la stratégie nationale d'engagement de la diaspora qui a été lancée le 25 février 2021.
Je suis ravi de rappeler que les orientations de cette stratégie correspondent également aux priorités qui ont été établies dans la stratégie nationale pour les migrations qui a été lancée en septembre 2021 sous le patronage du Premier ministre. Les membres de la diaspora djiboutienne ont toujours souhaité s'impliquer dans le développement de leur pays et j'en suis certain que cette stratégie renforcera ses ambitions. C'est avec une pleine conscience du rôle moteur que les Djiboutiens et les Djiboutiennes de l'étranger peuvent jouer dans le développement de notre pays que le ministère de l'Intérieur a le plaisir également ce matin de participer au lancement de cet atelier de vulgarisation de la stratégie nationale d'engagement de la diaspora. Excellences, Mesdames et Messieurs, cette stratégie qui s'inscrit dans le cadre de la vision 2035 vise aussi à développer une relation durable et mutuellement bénéfique entre le gouvernement djiboutien et les membres de la diaspora de son pays afin de permettre à l'ensemble d'apporter une contribution substantielle au développement de leur pays. Eh bien, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, a rappelé que sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Ismaël Merguele, la diaspora djiboutienne est amenée à participer à tous les niveaux au développement et à l'épanouissement de notre pays. La vision 2035, pour qu'on a créé au ministère des Affaires étrangères tout un mécanisme pour pouvoir suivre, n'est-ce pas, cette question, préparer les institutions et les mécanismes qui nous permettent justement de faciliter ce retour de nos concitoyens. Et également, quand je dis retour, c'est le retour de leur savoir-faire, de leurs moyens financiers, de leurs énergies et surtout de leur initiatives de création d'emplois qu'ils ont acquis, ces initiatives qu'ils ont vues de par leur vécu dans les pays d'accueil. Donc nous sommes en train de travailler sur ce cadre, sur ce mécanisme. Nous avons créé un portail en 2019 pour pouvoir cartographier ces membres, de savoir où ils sont, dans quel secteur ils travaillent, etc., etc. Quelle est leur tranche d'âge? Nous avons donc parlé également de l'accord cadre de 2015 qui a un petit peu établi ce cadre légal pour cette coopération entre la diaspora et les pouvoirs publics à Djibouti. Et aujourd'hui, dans un atelier de 2 jours, nous sommes là pour aider à la vulgarisation de cette stratégie avec ses axes de développement, ses priorités et qui se déclinent, n'est-ce pas, en actions et en actes que nous devons poser dans les semaines, dans les mois à venir, et afin de réellement institutionnaliser ce partenariat. Et je le répète, c'est d'abord un partenariat entre les membres de la diaspora djiboutienne à l'étranger et les institutions de ce pays. Enfin, direction l'Éthiopie où, avec une altitude de 2600 mètres, Addis Abeba est la ville la plus élevée d'Afrique. Addis Abeba n'a pas pris de l'altitude que sur le plan géographie. Elle s'est avérée également au sommet de l'Afrique, puisque l'on est aussi la capitale. Ce qui fait d'Addis Abeba la 3e ville au monde qui compte plus de diplomates après New York et Genève, devenant ainsi la 3e poumon diplomatique mondial. Avec une altitude de 2600 mètres, Addis Abeba est la ville la plus élevée d'Afrique. Addis Abeba n'a pas pris de l'altitude que sur le plan géographique. Elle s'est élevée également au sommet de l'Afrique, puisqu'elle en est aussi la capitale. Ce qui fait d'Addis Abeba la 3e ville au monde qui compte le plus de diplomates après New York et Genève, devenant ainsi le 3e poumon diplomatique mondial. Actuellement, 130 ambassades y sont installées. En plus d'être les sièges de l'Union africaine, la capitale éthiopienne abrite entre autres la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique. C'est au cœur de cette diplomatie à grande échelle que l'ambassade de la République de Djibouti à Addis Abeba a décidé depuis plusieurs années déjà de devenir à son tour les moteurs de la diplomatie djiboutienne sur le continent noir.
Au niveau de l'Union africaine et notamment durant sa présidence, Djibouti a initié et défendu des grands dossiers d'intérêt commun pour les Africains, tout en continuant à assurer son rôle dès toujours, celui de veiller à la paix dans notre sous-région. Un engagement salué par ses pairs et particulièrement pour ses actions au sein du CPS, un organe décisionnel dont les fonctions principales sont la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité, basée sur la prévention, autrement dit, la gestion et les règlements pacifiques des conflits. Ainsi, le 3 février 2022, la République de Djibouti a laissé une note pour l'histoire de l'Union africaine, en devenant le premier pays à se faire réélire pour une 3e fois consécutive au Conseil des pays de sécurité de l'Union africaine. Un vote certes, mais surtout l'expression d'une confiance, d'honneur et de reconnaissance pour la détermination et les engagements fermes de Djibouti en faveur de la paix, de la sécurité et de la prospérité en Afrique. Retour à Djibouti, où le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, a lancé aujourd'hui la semaine de la fête de la lecture au lycée Jama' Youssouf. Cette 2e édition avait pour thème lire en famille. Ce choix répond au souci de généraliser la pratique quotidienne et la culture de la lecture à la maison, au sein des familles. La semaine de la lecture est célébrée dans tous les établissements scolaires de la capitale et des régions de l'intérieur par la mise en œuvre d'activités scolaires, périscolaires et littéraires autour de la lecture. L'événement s'est déroulé en présence du représentant de l'USAID, du CRF et de la FHI et de nombreux parents d'élèves, ainsi que l'association des professeurs de français. Cette fête de la lecture est destinée à promouvoir la lecture, mais aussi surtout à renforcer la qualité des enseignants et des apprentissages par la mise en place d'activités riches et diversifiées, suscitant l'intérêt des élèves et les incitant à lire. Puis les officiels ont visité la série d'ateliers dans la lecture des contes, de la fable, le théâtre, l'écriture, ainsi que le dessin, mais aussi la sténographie pour les enfants à besoins spéciaux, ainsi que le concours de 10 mots de la francophonie. À noter que des écrivains, dramaturges et de nombreux auteurs djiboutiens, dont notamment Dr Cheikh Mouata, ont animé des ateliers au cours de cette belle fête et feront le tour des établissements scolaires de la capitale et des régions de l'intérieur. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, et les officiels ont brièvement participé à ces différents ateliers richement animés par les élèves des différents établissements scolaires invités à cette cérémonie. La belle cérémonie de lancement à la 2e édition de la fête de la lecture s'est achevée par une photo de famille avec l'ensemble des officiels et participants. Eh bien, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, a pris la parole pour mettre l'accent sur l'intérêt de la lecture et de l'écriture pour les enfants qui prennent goût dès leur plus jeune âge. Ce fut le message essentiel de cet événement qui s'adresse aussi aux parents qui doivent participer à créer le goût de la lecture chez les enfants. Vraiment expliquer la raison pour laquelle nous organisons ce genre d'événement. Il s'agit bien sûr, depuis quelques années, nous assistons vraiment à améliorer la qualité des enseignements-apprentissages. Nous travaillons sur plusieurs leviers et pour vraiment accélérer l'amélioration de la qualité des enseignements-apprentissages. La lecture fait partie bien sûr des leviers sur lesquels nous voudrions travailler. Et nous travaillons dans nos bibliothèques, mais également les enseignants travaillent pour améliorer la qualité de la lecture de nos élèves, parce que s'il y a une amélioration à ce niveau-là, nous sommes convaincus que, bien sûr, après arrive la compréhension et arrive, bien sûr, après une meilleure expression écrite et, bien sûr, après l'expression orale. Donc, je voulais vraiment dire à tout le monde ici que, bien sûr, l'ensemble des membres du ministère et du personnel du ministère
au quotidien font leurs efforts, que ce soit bien sûr les femmes et les hommes du terrain, mais également ceux qui sont au niveau du siège, font au quotidien vraiment un travail, vraiment un travail assez dur, assez bien sûr continu, pour que nous puissions bien sûr améliorer la qualité de l'école djiboutienne. Donc encore une fois, merci. J'ai oublié aussi aux écrivains, parce que je les ai remerciés là-bas, les écrivains, et notamment bien sûr nous avons un écrivain aussi étranger, pas loin de chez nous, du Comore, pour la participation à cet événement. Donc je lance officiellement donc, la semaine de la lecture, Inch'Allah, et j'ai dit bon courage à tous les acteurs de cette semaine, Inch'Allah. Eh bien, écoutons ces quelques réactions recueillies par nos confrères. Journée exceptionnelle parce qu'on est la journée internationale de la francophonie aujourd'hui, le 20 mars. Et merci Monsieur le ministre d'avoir lancé cette deuxième édition de la lecture qui est un des fondamentaux de l'apprentissage de la langue française. Et donc, comme vous l'avez souligné, ça fait partie aussi de tout le travail de renforcement de compétences des élèves. Je suis très heureux de voir que c'est une vraie fête avec la présence de jeunes, avec l'encadrement des enseignants, des inspecteurs, des conseillers pédagogiques, avec tous les cadres éducatifs. Et je pense que c'est aussi une émulation pour l'éducation d'une manière générale, la qualité de l'éducation menée ici par le ministère au niveau de Djibouti. Merci. Bon, je voudrais féliciter le ministre, son Excellence, et son équipe, et le secrétaire général et tous les organisateurs, tous les écrivains, pour le bon lancement de la deuxième édition de la fête de la lecture. Et la lecture, c'est très important au nom du gouvernement des États-Unis et travail USAID. Pour nous, nous sommes impliqués dans tous les domaines d'éducation. Et pour nous, c'est un domaine qui est très important. Et pour moi, pour être ici avec vous, pour voir l'organisation, pour voir les élèves, les écrivains, les professeurs, l'équipe du ministère de l'Éducation, c'est un vrai plaisir. Donc, je voudrais vous souhaiter à tous une bonne semaine de la deuxième édition de la fête de la lecture. Et félicitations et bonne chance à tous. Santé à présent, où le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, a reçu ce matin dans son cabinet une importante délégation chinoise du GX Foundation, conduite par la directrice générale Emily Chan, en présence de l'ambassadeur chinois à Djibouti, M. Hu Bin. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, a discuté par visioconférence avec le président de la GX Foundation, M. Long Chun, pour discuter des voies et moyens de renforcer la coopération fructueuse entre la Fondation chinoise et le département de la santé. La GX Foundation est une organisation caritative chinoise à but non lucratif qui fournit une assistance humanitaire et médicale au niveau international. Et à ce titre, cette fondation vient d'octroyer un don important pour Djibouti qui est constitué de 20 000 tests de dépistage rapide contre la Covid-19, de 10 000 tests de dépistage rapide contre le paludisme et 5 000 tests de dépistage rapide contre la fièvre dingue. Par ailleurs, les deux parties se sont échangées sur l'arrivée prochaine des équipes chinoises de la caravane de la vision qui vont amener des opérations contre la cataracte dans toutes nos régions. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdillah, a félicité la délégation de la GX Foundation pour ses multiples actions en faveur de son département qui traduit aussi l'exemplarité des relations amicales entre Djibouti et la Chine. Les forces armées djiboutiennes et françaises ont mené ensemble un exercice militaire dans le cadre d'un entraînement opérationnel sur le territoire djiboutien. Les 5 sections des forces armées djiboutiennes, des unités d'Ali Sabié, de Holhol, Lobko, de Djibouti et de l'AMIA d'Arta étaient présents en ordre de combat avec leurs camions et véhicules tactiques militaires. Les officiers ont également intégré les états-majors à tous les niveaux pour conduire à la manœuvre interarmée conjointe. C'est pourquoi le 19 mars a eu lieu la cérémonie de clôture en présence du général commandant des forces françaises à Djibouti et du chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes, le général de corps d'armée Zakir Cheikh Ibrahim.
qalabkan sidii qoriganigu gaadhan qorfa iyo waraar waxaa iga riday qowya iyo buuro qorfa iyo waraar. De nombreuses autorités militaires franco-djiboutiennes étaient présents, dont les commandants de la marine, de l'armée de l'air, de l'armée de terre djiboutienne et les préfets des régions du Sud, avec qui nombre d'échanges ont eu lieu durant cette période intense. On note également l'engagement des navires de la marine djiboutienne aux côtés de ceux de la marine française, après une démonstration aérienne franco-djiboutienne avec le passage d'un hélicoptère Dauphin djiboutien, l'arrivée en parachute d'un personnel du raid djiboutien, ou encore le passage des Mirage 2000. Le CMG accompagné du Comfort a passé l'ensemble des troupes en revue. Puis le Comfort a lu en ordre du jour, soulignant la particularité de la relation djibouto-française et la complémentarité des capacités des deux armées. Sport à présent, ou dans le centre de la formation de football des jeunes de la garde républicaine, comme des costumes, s'organise le tournoi baptisé le Tournoi de la Solidarité. Un projet sportif parmi plusieurs en cours de la section sportive de la garde républicaine, sous la houlette du commandant de la garde républicaine, le colonel Mohamed Jama Doualé. À l'approche du mois béni du Ramadan, cet événement avait pour objectif d'inciter les jeunes joueurs à la solidarité, le partage également nos valeurs culturelles. Respect, civilité, entraide, persévérance, solidarité de tous les quartiers de Djibouti-Ville. À la fin de cette première partie, les plus méritants de chaque catégorie ont été récompensés. Les jeunes étaient très épanouis, très contents, ont manifesté leur envie de répéter régulièrement ce genre d'initiative, en remerciant chaleureusement le colonel Mohamed Jama Doualé, chef d'état-major de la garde républicaine, leur avoir donné cette importante occasion. Les parents ont largement participé avec beaucoup de fierté et très bien apprécié en ressentant un engouement particulier. Le président Farah Daher Barre clore l'événement en remerciant en premier lieu le colonel Mohamed Jama Doualé, le commandant de la garde républicaine, pour son soutien indéfectible à la jeunesse djiboutienne et à sa volonté quotidienne de mettre au plus haut niveau mondial nos athlètes et talentueux djiboutiens, et également remercier l'ensemble des staffs, aux jeunes, aux parents et aux responsables de différentes équipes invités, martelant plusieurs fois que notre priorité, notre mission est l'épanouissement de nos jeunes et notre couleur nationale flottant partout dans le monde. ardiga daryeelo doorkoodii baan nahay dulahan ciyaaraha qaybahooda kala duwan ardiga daryeelo doorkoodii baan nahay doorkoodii baan nahay dayatena maantana wadow u yaalo wadeeq ilaahi daxalaanan duugmino dunidana ka canbaxay annaga dir ulahay dayatena maantana wadow u yaalo.
Et sport pour clore l'actualité nationale, direction le Nord où la clôture de la saison de la Ligue a été honorée par la visite du préfet Tadjoura, M. Hassan Dabali, et le président de la Fédération djiboutienne de football et le vice-président du CAF, Souleymane Souabri, qui est le chef-d'œuvre football djiboutien qui a participé à la clôture de la saison à Tadjoura. 10 équipes de Tadjoura ont participé avec fair play tout au long des journées du championnat de la Coupe de Tadjoura. Les éléments de la gendarmerie et de la police ont sécurisé le bon déroulement jusqu'à la journée du championnat de la Coupe. Les gagnants de cette année sont l'équipe de Badaf, vainqueur de la Super Coupe de la Ligue de Tadjoura, et l'équipe de Adaïlou, vainqueur du championnat de la Ligue de Tadjoura. Les vainqueurs ont félicité pour leurs prestations sportives. Les organisateurs, les responsables du football de la région de Tadjoura ont remercié les autorités de la région et toutes les personnes qui ont participé à la réussite de cet fameux événement. Ainsi, les 10 équipes de Tadjoura qui ont participé avec fair play tout au long des journées championnat de la Coupe de Tadjoura, les éléments de la gendarmerie et de la police qui avaient sécurisé le banderollement jusqu'à la dernière journée du championnat de la Coupe. Et les vainqueurs, les gagnants cette année sont l'équipe de Badaf et l'équipe de Adaïlou. L'équipe de Badaf qui a remporté la Super Coupe de la Ligue de Tadjoura et l'équipe de Adaïlou, vainqueur du championnat de la Ligue de Tadjoura. Et dans l'actualité internationale continentale, l'Égypte expose depuis hier une série de tombes antiques finement décorées, récemment découvertes dans une nécropole pharaonique située à proximité de la capitale. Le Caire, 5 tombes pharaoniques en bon état, érigées pour de hauts responsables, ont été dévoilées samedi en Égypte, à Saqqara, dans la nécropole de Memphis, la capitale de l'ancien empire des pharaons. Les tombes mises à jour au début du mois datent de l'ancien empire, après de 1570 avant Jésus-Christ et 1069 avant Jésus-Christ, de la première période intérimaire qui s'est étendue sur plus d'un siècle après l'effondrement de l'ancien empire. Selon le ministère du Tourisme et des Antiquités, les tombes ont été découvertes près de la pyramide à degrés de Djoser, dans la nécropole de Saqqara, à 24 km au sud-ouest du Caire. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.